Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 10 avril 2020 proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris. Cette semaine, notre veille a remonté 51 articles. Voici notre sélection. Vous trouverez les références en description. Émission d'information scientifique, pas de conseil médical individualisé. Cette semaine, on part sur une ligne éditoriale volontairement solide et cohérente. Périnée obstétricale, postpartum, sexualité et dépistage. La semaine n'est pas énorme en volume, mais elle est exploitable parce qu'elle forme un bloc clinique très lisible. Le cœur du numéro tient en une idée simple. On parle beaucoup de prévention périnéale, on parle un peu des traumatismes obstétricaux, on parle encore trop peu de sexualité et de vécu à distance, et on mesure encore imparfaitement ce que les femmes ressentent réellement après la grossesse et l'accouchement. Le papier le plus fort de la semaine est la méta-analyse publiée dans International Urogynecology Journal par Elsaid, Thomas, Bassett et al., intitulée Sexual Function After Obstetric Anal Sphincter Injuries, OASI, a Systematic Review and Meta-Analysis. C'est probablement le meilleur point d'entrée du numéro, parce qu'il met la sexualité au centre d'un sujet qui est souvent traité presque exclusivement sous l'angle anatomique ou continence. Les auteurs ont inclus 22 études, comparant des femmes ayant accouché par voie basse avec ou sans OASI. Ce qu'ils montrent est utile, même si le niveau de certitude reste faible. À 3 mois postpartum, les femmes avec OASI sont moins souvent sexuellement actives, plus souvent dyspareuniques, et cette dyspareunie reste plus fréquente au-delà de 12 mois. Les données sur les scores de fonction sexuelle sont plus fragiles, souvent issues d'études isolées, mais elles vont dans le même sens. Le retentissement sexuel existe, persiste et mérite d'être recherché activement. Le point le plus important est peut-être la conclusion pratique des auteurs. Dans l'état actuel des preuves, une enquête proactive sur la sexualité au suivi postnatal est une mesure simple, peu risquée, et probablement plus utile que beaucoup de grands discours sur la récupération. Ce papier permet aussi de remettre un peu d'ordre dans la hiérarchie des problèmes. En postpartum, on traque relativement bien la douleur aiguë, la cicatrisation visible, la reprise du transit, parfois l'incontinence. En revanche, la sexualité reste très souvent un angle mort. On suppose qu'elle reviendra quand le périnée ira mieux ou quand la patiente sera prête, sans toujours distinguer ce qui relève d'une appréhension banale et ce qui relève d'une vraie séquelle douloureuse ou d'une altération durable du rapport corporel. La méta-analyse sur les OASI rappelle justement que le traumatisme obstétrical sévère ne s'arrête pas à la salle de naissance. Il peut déplacer durablement l'expérience intime et donc la qualité de vie. Dans le prolongement direct, un autre papier mérite clairement sa place, celui de Dominski, Attali, Mahor et al. Dans International Journal of Gynecology and Obstetrics, intitulé The Impact of Advanced Maternal Age on the Risk of Perineal and Anal Sphincter Injuries in Nulliparous Women. Le mérite de cette étude est de corriger une idée reçue assez fréquente. Dans cette grande cohorte rétrospective de plus de 45 000 nullipares, accouchés par voie vaginale, l'âge maternel avancé n'apparaît pas comme un prédicteur indépendant des lésions périnéales ni des OASI. Les taux de lésions sphinctériennes restent faibles et comparables entre groupes d'âge. En clair, dans le conseil aux patientes, l'âge maternel ne doit pas être présenté comme un facteur mécanique majeur de risque périnéal. C'est un point utile, parce qu'il recentre le discours sur les facteurs modifiables plutôt que sur les caractéristiques qui impressionnent mais ne pèsent pas forcément dans le risque final. Ce résultat n'est pas spectaculaire, mais il est important. Une grande partie du conseil périnatal reste contaminée par des raccourcis. On rassure ou on inquiète à partir de variables intuitives, comme l'âge, sans toujours vérifier si elles gardent un poids propre une fois ajustées aux autres paramètres. Le papier dit donc quelque chose de précieux. L'âge maternel avancé ne doit pas devenir un faux coupable commode. Pour la pratique, cela pousse à un conseil plus juste, moins fataliste, et surtout moins anxiogène pour des femmes déjà exposées à des discours très chargés pendant la grossesse. La semaine contient aussi un très bon papier de méthodologie clinique, souvent moins glamour, mais extrêmement utile. L'étude BJ-OG de Uren, Phi, Abrams et al., intitulée Assessment of Perinatal, Pelvic Floor
Dysfunction Symptoms and Risk Factors, Measurement Properties of the International Consultation on Incontinence Perinatal Pelvic Health Self-Assessment Questionnaire, c'était ICIQ PPHSAQ. C'est typiquement le genre de travail qu'on sous-estime, alors qu'il conditionne la qualité du reste. Les auteurs évaluent les propriétés psychométriques d'un auto-questionnaire dédié à la santé pelvienne périnatale, dans 2 cohortes, l'une antenatale et l'autre postnatale, avec plusieurs temps de suivi. Le résultat principal est qu'ils identifient 9 sous-échelles symptomatiques, dont la majorité présente une fiabilité acceptable, une bonne validité de groupe connu, et pour plusieurs domaines, une réactivité au changement dans le temps. Dit autrement, on progresse ici sur un sujet fondamental: mesurer correctement les symptômes pelviens périnataux, au lieu de les noyer dans des questionnaires trop généraux ou des formulations trop pauvres. Pourquoi ce papier est-il important pour un journal clinique? Parce qu'avant même de parler traitement, il faut savoir ce qu'on est en train de suivre. Le postpartum est une zone de grande variabilité. Certaines femmes ont surtout des symptômes urinaires, d'autres des sensations vaginales, d'autres encore des douleurs, une gêne fonctionnelle, des troubles anorectaux, une modification du vécu corporel ou sexuel. Si l'outil d'évaluation mélange tout ou ne capte pas certaines dimensions, le suivi devient flou, la comparaison des études ne devient mauvaise, et la décision thérapeutique perd en finesse. L'intérêt de l'ICQPPHSAQ à ce stade n'est pas de tout résoudre, c'est de mieux structurer l'écoute clinique. Toujours dans le postpartum, le papier de Liu, Wang, Chiu et al., publié dans European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, s'intitule Kinesiotaping Effectively Improved Pain and Disability in Postpartum Women with Pregnancy-Related Pelvic Girdle Pain, a randomized controlled trial. Le protocole est modeste mais propre. 33 femmes postpartum avec douleur de ceinture pelvienne liées à la grossesse sont réparties entre un groupe de kinésiotaping ciblant la chaîne oblique postérieure et les articulations sacro-iliaques, et un groupe contrôle avec sham tapping sur 4 séances en 2 semaines. Les résultats sont clairs à court terme: baisse plus importante de la douleur, diminution du handicap, amélioration du time up and go et du composant physique de la qualité de vie. En revanche, pas de différence sur la fonction du plancher pelvien. C'est un bon papier de rééducation parce qu'il dit exactement ce qu'il faut dire. Un outil simple, non invasif, peut être utile comme adjuvant précoce, mais il ne remplace pas tout le reste et ne prouve pas une action spécifique sur le plancher pelvien lui-même. Ce type de résultat mérite d'être lu correctement. Le kinésiotaping ne devient pas soudain une thérapie majeure du postpartum, mais il peut s'inscrire dans une logique très pratique: aider des femmes douloureuses, peu disponibles, parfois incapables d'entrer immédiatement dans une rééducation plus active ou plus soutenue. Ce n'est pas un traitement miracle, c'est un outil de fenêtre thérapeutique. Et c'est exactement ce qu'on attend souvent d'un bon adjuvant en début de récupération. Autre papier à surveiller de près, celui de Dietz, Scheck et Descalard dans Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, intitulé Can we define a cutoff for external anal sphincter defect angle? Ce n'est pas un essai thérapeutique, mais c'est un papier très utile pour tous ceux qui s'intéressent à l'évaluation des séquelles sphinctériennes. Les auteurs analysent plus de 800 femmes préménopausées, vues en consultation urogynécologique, avec score d'incontinence anale, échelle de gêne et échographie transpérinéale exoanale. Leur résultat principal est que l'angle moyen de défaut du sphincter anal externe est le paramètre le plus corrélé aux symptômes et permet une courbe ROC robuste soutenant empiriquement le seuil de 30 degrés comme définition d'un défaut significatif. C'est important, parce que cela donne un peu plus de solidité à un seuil déjà utilisé, mais jusque-là largement empirique. Sur le plan clinique, cela veut dire qu'on avance un peu vers une objectivation plus reproductible de ce qu'est une vraie lésion sphinctérienne pertinente. Et dans un contexte où les OASI peuvent être sous-estimées, mal comprises ou découvertes tardivement à distance d'un accouchement, ce type de travail est précieux. Il ne remplace ni la clinique, ni les symptômes, ni l'écoute, mais il améliore la qualité du dialogue entre imagerie et vécu fonctionnel. La semaine contient aussi un article qui, sur le papier, aurait pu constituer un pivot préventif: The effect of a pelvic floor training program on perineal trauma during birth, a patient preference controlled clinical trial, dans Scientific Reports. Ici,
Il faut être rigoureux. Dans le fichier source utilisé cette semaine, l'abstract n'est pas chargé. Donc je ne vais pas inventer les résultats ni les modalités précises. En revanche, le titre seul justifie de le signaler, parce qu'il s'inscrit exactement dans le cœur du sujet. Peut-on réduire le traumatisme périnéal à l'accouchement par un programme structuré d'entraînement du plancher pelvien? C'est une question de prévention fondamentale, mais on ne peut pas, cette semaine, en faire un pilier narratif, faute de données complètes dans le fichier. Je le rangerai donc comme papier à surveiller, pas comme base de conclusion ferme. Dans un registre plus large, la revue Female Pelvic Floor Protection, Where Do We Have to Go mérite aussi d'être citée, parce qu'elle sert de toile de fond au numéro. Les auteurs y structurent les perspectives futures autour de 4 axes: épidémiologie et stratification du risque, recherche mécanistique et translationnelle, stratégie diagnostique et préventive, puis implémentation dans la routine clinique. Le message est simple et utile. La protection du plancher pelvien féminin n'est plus seulement une affaire de réparation des dégâts. Elle devient un champ de recherche à part entière, avec des questions de prévention, de prédiction, de pédagogie, de diffusion des connaissances et d'appropriation clinique. C'est une bonne manière de sortir d'une vision trop réparatrice du postpartum. À partir de là, que peut-on retenir de cette semaine? D'abord que le périnée obstétrical sévère, notamment via les OASI, doit être pensé au-delà de la continence et de la cicatrice. La sexualité, la dyspareunie et le retour à une vie intime satisfaisante doivent faire partie du suivi standard et pas d'un supplément de consultation pour patientes qui osent parler. Ensuite, que certaines idées intuitives, comme le rôle central de l'âge maternel avancé dans les lésions périnéales, ne résistent pas toujours à l'analyse. Enfin, que l'avenir du suivi périnatal passera par 2 mouvements simultanés: mieux mesurer et mieux individualiser, mieux mesurer avec des outils comme l'IC, IQPPHSAQ ou des paramètres échographiques plus robustes, mieux individualiser en combinant prévention, repérage des femmes à risque, soutien rééducatif simple et intervention graduée selon les symptômes réellement présents. Si je devais résumer la semaine en une seule phrase, ce serait celle-ci: le postpartum pelvipérinéal commence à sortir d'une logique de réparation anatomique pour entrer, lentement, dans une logique de vécu fonctionnel, sexuel et mesuré dans le temps. Et c'est une très bonne chose. C'est tout pour cette semaine. Vérifiez toujours les détails méthodologiques avant de transposer à votre pratique et retrouvez les références en description.